Maroua, à l'extrême nord du Cameroun. À quelques dizaines de kilomètres d'ici, les insurgés islamistes de Boko Haram sévissent le long de la frontière avec le Nigeria. Malgré le déploiement de l'armée camerounaise dans la région, l'insécurité règne, les habitants ont peur. Je ne me sens pas bien depuis les Boko Haram ils ont commencé, si ça veut dire je ne me sens pas bien. Et je ne me sens pas à l'aise aussi. J'ai trouvé que mon pays est très serré. Sur le marché, c'est la même inquiétude. Les échanges commerciaux entre le Nigeria sont interrompus à cause de la fermeture des frontières. Mil, maïs, arachides, les denrées s'entassent, faute de clients. Depuis qu'il y a ces événements, le commerce ne marche plus. Les Nigérians ne viennent plus acheter les aliments chez nous. On n'a plus de rendement. On vit difficilement. Nos produits restent stockés là. Importé du Nigeria, le carburant de contrebande appelé ici le zoazoa, essentiel pour les motos, n'est plus livré. Conséquence, les deux roues prennent d'assaut les stations-service, entraînant des pénuries qui durent parfois plusieurs jours. Avant, on s'en sortait bien, on faisait des bénéfices. Mais depuis que la frontière a fermé, nous sommes privés de carburant. Mais c'est le tourisme qui reste le plus touché par la crise. Maroua est sur la route des parcs nationaux qui attirent de nombreux touristes pour des safaris. Mais la crainte d'enlèvement ou d'attaque de Boko Haram dissuade les étrangers de venir. On dit l'extrême nord est en zone rouge. Aujourd'hui on dit jaunâtre ou rose, on ne sait pas. Donc il faudra que les ambassades nous aident à pouvoir faire venir les gens. Sans des étrangers, notre économie est en baisse. Une économie en baisse qui ne fait que renforcer le sentiment d'abandon dans cette région où le taux de pauvreté dépasse les 65%. Tous les projets de développement ont été gelés en raison de l'insécurité. En mai dernier, 10 ouvriers chinois avaient été enlevés. Mobiliser les ressources de la Côte d'Ivoire pour le financement du projet d'émergence, c'est l'objectif majeur de l'administration fiscale en Côte d'Ivoire. Elle se donne les moyens à travers l'année fiscale 2015. En matière de contrôles fiscaux, il y a eu des allègements en ce qui concerne les contribuables et en matière d'exonération de TVA pour les opérations acquises par voie de crédit bail. Ces opérations qui sont monnaie courante dans les entreprises ici en Côte d'Ivoire sont exonérées de TVA. Contrairement à l'année 2014, l'innovation majeure apportée par l'ANES reste l'exonération à la TVA des acquisitions de biens par crédit bail à l'ensemble des autres secteurs économiques en plus du secteur agricole. Cette disposition est significative dans un pays en reconstruction où l'État veut aujourd'hui relever le défi de la croissance. Le secteur véhicole a beaucoup souffert des dispositions qui ont été prévues dans le dernier annexe fiscale, notamment sur l'augmentation de la taxe sur le caoutchouc granulé. Vous savez que les taux sur le marché international donc du caoutchouc sont en baisse et donc l'État a voulu faire un geste à l'attention du secteur véhicole en réduisant le montant de taux de la taxe sur les caoutchoucs qui était donc originellement de 5% et l'État a décidé donc de la rendre progressive donc de 2,5%. 3,5 ou 5% en fonction de l'évolution des prix au niveau international. C'est le cabinet Deloitte et fournisseur de services dans les domaines de l'audit et de la qualité qui a rendu public les dispositifs contenus dans l'année fiscale 2015 en présence de plusieurs chefs d'entreprise et au développement. Une autre présentation est prévue dans les jours qui suivent à San Pedro, seconde ville portuaire de la Côte d'Ivoire, qui concentre un nombre important d'entreprises après Abidjan. L'année fiscale 2015 en Côte d'Ivoire se veut un outil de soutien au secteur privé. C'est la 4e année consécutive que ces maraîchers de la région d'Agadez organisent cette foire agricole à Niamey. C'est le plus important marché pour eux car il leur permet de couler leurs produits dont la particularité est d'être de meilleure qualité que ceux de toutes les autres régions du pays. Agadez est une zone désertique mais demeure aussi une zone de maraîchage par excellence en raison de ses oasis et de ses terres très propices à de telles cultures. Dans les stands d'exposition vente de la pomme de terre, des oranges, pamplemousses, oignons, ail, des produits très appréciés par la clientèle.
C'est un avantage d'organiser cette foire à Niamey selon les maraîchers. Les produits s'écoulent très vite, mais c'est aussi une façon d'interpeller les plus hautes autorités pour un appui conséquent aux maraîchers de la région d'Agadez qui produisent plus qu'il n'en faut pour la région. Pour les maraîchers d'Agadez, leur politique vise à garantir l'autosuffisance alimentaire des Nigériens. Il s'agit de donner suite au programme 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens du président de la République Issoufou Mahamadou. Crisbel a 22 ans et 2 petites filles qu'elle élève seule dans un quartier populaire de Caracas. Depuis un an, elle gagne sa vie en faisant des courses pour les autres et en allant à la chasse aux produits de première nécessité. En raison des pénuries, remplir ses placards au Venezuela est devenu un exercice difficile qui demande du temps et de la patience. Alors tous les jours, Crisbel se lève avant l'aube pour essayer de savoir le plus tôt possible où vont arriver les produits. Je fais ça pratiquement tous les jours. Sortir à 2 h du matin pour faire la queue jusqu'à 10 h, ensuite aller en faire une autre pour voir ce qu'ils vendent, passer toute la journée comme ça à chercher. Parfois dans un supermarché, on trouve du lait, du sucre ou du café, mais il faut aller ailleurs pour la farine et le riz. Le Venezuela, puissance pétrolière dirigée depuis 2013 par l'héritier d'Hugo Chavez, Nicolas Maduro, souffre d'un contrôle d'échange très strict imposé par le pays depuis 2003 et de la chute des prix du pétrole qui limite les importations et font s'envoler les prix. Selon une étude réalisée par un institut d'enquête indépendant, les Vénézuéliens consacrent en moyenne 8 heures par semaine à s'approvisionner. Le lait, le savon, les couches ou encore la farine de maïs sont parmi les produits les plus difficiles à trouver. Alors les places dans les files d'attente se marchandent et les produits se revendent à prix d'or. Beaucoup font appel à des acheteurs qui, comme Crisbel, passent leur journée à faire la queue. Une occupation qui rapporte autant que ce que gagnent certains diplômés d'université. Je pourrais gagner ma vie autrement, mais c'est ça qui est le plus rentable, parce que c'est le problème principal en ce moment. Il faut bien que je m'occupe de mes filles, je suis mère célibataire, et c'est ça qui me rapporte le plus d'argent. Une donnée essentielle dans un pays où les prix ne cessent de grimper. En 2014, l'inflation a dépassé les 63%. Le Venezuela est entré en récession et serait, selon les analystes, proche du défaut de paiement. Sur les pentes des monts de Judée se cultive une nouvelle passion israélienne. Eran Pic vérifie la qualité de ses vignes sur l'un des 300 vignobles du pays. La production de vin en Israël est en plein développement depuis 20 ans, même si on en produisait déjà du temps de la Bible. C'est une terre de vin, avec une histoire de 3 à 4 000 ans, mais une histoire qui n'a pas été continue. C'est pour ça, alors que du vin était produit ici pendant des milliers d'années, et probablement du bon vin, nous ne savons plus comment ils le produisaient. Chaque année, Israël produit 40 millions de bouteilles de vin, dont 10 à 15% est exporté principalement vers les États-Unis et la France. Le pays cherche à se faire une place sur l'échiquier international des vins et ne pas seulement viser les communautés juives. Le problème principal, c'est que quand un vin israélien est exporté, il finit généralement sur l'étagère des produits cachers dans les magasins. Un client qui n'a pas vraiment besoin d'un vin kasher peut le rater. Les Israéliens boivent en moyenne 5 litres de vin par an, une consommation qui reste très inférieure à celle des Français ou Italiens. Mais d'après un sondage, le nombre de personnes buvant du vin régulièrement a augmenté de 50% en 5 ans. Pour l'œnologue Mark Dworking, les vins israéliens ont toutes les qualités pour devenir de grands vins. Des vignobles de mieux en mieux tenus, une consommation interne qui augmente, une demande internationale qui ne devrait pas faiblir et une qualité en général qui augmente d'année en année. Donc, je pense qu'Israël, enfin au moins les vins israéliens, ont un très bel avenir devant eux. Et même s'il manque une vraie culture populaire du vin, les producteurs ont de grandes ambitions. Produire un vin haut de gamme est typiquement israélien. Une entrée sur scène digne des plus grands pour la nouvelle voiture de sport de Ford, la GT, censée rivaliser avec Ferrari
et McLaren. Au salon de Détroit, le constructeur a présenté des nouveaux modèles placés sous le signe de la performance. Mais l'Américain n'est pas seul à avoir fait ce choix. Même tonalité chez Lexus. La marque de luxe de Toyota a présenté une voiture de course, la RCF GT3. L'autre géant japonais, Honda, a lui dévoilé une hybride surpuissante. La NSX offre une combinaison unique avec un moteur à essence et un moteur électrique pour une accélération instantanée. Les sensations pour le conducteur sont les mêmes que celles ressenties dans le cockpit d'une Formule 1. Loin d'être une Formule 1, la Bolt de Chevrolet a aussi été très remarquée. Preuve que les voitures vertes ne sont pas forcément éclipsées par cette avalanche de modèles sportifs. L'embellie économique aux États-Unis profite à toute l'industrie automobile. Dans toutes les catégories de voitures, il y avait quelque chose de nouveau sur ce salon. C'est cela le thème cette année. Tous les secteurs du marché profitent de l'optimisme qui règne dans l'industrie automobile en ce moment. Toutes les voitures présentes ici sont de meilleure qualité, plus performantes. Elles sont plus avancées et c'est le cas pour tous les types de modèles. Retour de la croissance, faible taux d'emprunt et voitures vieillissantes, autant de facteurs qui poussent les consommateurs américains chez leurs concessionnaires. La chute spectaculaire des prix du pétrole jouerait aussi un rôle non négligeable, un impact nuancé par certains constructeurs. La baisse des prix du pétrole peut faire une différence d'un mois sur l'autre, mais ça ne change pas notre stratégie. Sur le long terme, la consommation doit s'améliorer et les émissions de CO2 doivent baisser. Les prix du pétrole ne changent pas notre vision à long terme. Mais si les grands groupes préfèrent penser de nouveaux modèles économiques, la baisse du prix à la pompe a déjà fait réagir les automobilistes américains. Les ventes de pick-up dans le pays sont à nouveau au plus haut. Il y a bien ici et là quelques signaux d'une nouvelle ère à Cuba. Mais dans les faits, bien peu de choses ont changé depuis que Washington et la Havane ont annoncé le rétablissement de leurs liens diplomatiques rompus depuis 53 ans. Il va y avoir un processus de normalisation qui sera long et lent, mais dans l'immédiat, il y a déjà un changement positif. Il y a moins de pression sur l'économie et le gouvernement cubain, et ça devrait améliorer considérablement les choses. Parmi les mesures déjà annoncées, l'augmentation des sommes d'argent que les Américains pourront transférer à Cuba, qui passe de 2 000 à 8 000 $ par an. Les restrictions de voyage seront également levées pour certaines catégories de voyageurs qui pouvaient déjà se rendre sur l'île sous conditions, comme les chercheurs, les artistes ou les parents d'habitants de l'île. La conséquence pourrait être une explosion du nombre de visiteurs, à l'image de cet Américain venu en compagnie d'un galeriste new-yorkais pour rencontrer des artistes cubains. On reviendra aussi souvent qu'on le pourra pour apprendre autant que possible, parce qu'on croit que les choses sont en train de changer et qu'elles vont changer très vite.